tous et à toutes. Donc, bienvenue dans ce deuxième web rencontre. Donc, troisième session pour nous, puisque la semaine a commencé en fait vendredi dernier avec une séance inaugurale. Et donc, sur la thématique d'une culture ne se décrète pas, elle se construit, et comment entretenir une culture de sécurité. Thématique aujourd'hui un petit peu plus resserrée sur la coordination et l'organisation, parce que comme on l'a vu, en fait, on a pu déjà l'aborder hier, la culture de sécurité est un des 4 piliers fondamentaux du management intégré tel qu'il a été décrit dans le modèle de Shorter. Les autres piliers sont la dimension stratégique, la dimension organisationnelle et la dimension technique. Ces 4 piliers peuvent être abordés de manière autonome, mais ils ne sont pas indépendants et donc il faut arriver à les articuler. Donc comment on fait pour les articuler? Ça va être un peu le sujet d'une partie de nos débats aujourd'hui. Et puis aussi, on l'a vu aussi, on l'a abordé hier, la nécessité de remettre toujours dans un contexte, de prendre en compte les histoires, prendre en compte les cultures et quelquefois, on se retrouve avec des organisations où on a des cultures qui sont pas diamétralement opposées, mais en tout cas qui ont des points de vue qui peuvent être différents. On va justement voir aujourd'hui comment on peut concilier des histoires, des cultures individuelles, collectives et distinctes. Dans un premier temps, ce matin, on va voir plusieurs retours d'expérience. Un premier retour d'expérience qui va consister à voir comment on peut mettre en œuvre le principe du management par la qualité et la sécurité, c'est-à-dire passer du management de la qualité et de la sécurité, management par la qualité et la sécurité. Autrement dit, comment on intègre finalement une culture intégrée. Pour ça, je vais laisser la parole à Patricia Verlet, Vivien Godet et Simon Rodier. On verra peut-être un peu moins Simon, parce qu'il est plus à la manœuvre technique. Mais il est important de le citer, tous trois vont nous rapporter leur expérience sur 3 ans de travail, notamment dans une organisation, mais pas que ça. Comment catalyser et co-construire une culture sécurité? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre en 15 minutes au travers du travail d'équipe mené au sein du service de réanimation USC du CHIC Alençon-Mamers. Quelques mots sur notre établissement. Le CHICAM est un établissement support du GHT Horn-Perche Saunois. Plus de 1700 professionnels collaborent au sein de cet établissement de 730 lits et places, dont plus de 300 MCO. Nous allons nous focaliser sur une équipe de 60 professionnels, l'équipe de réanimation USC. Avec un capacitaire actuel de 8 lits de réanimation et 4 lits d'USC, le service a accueilli plus de 400 patients en 2019 avec une DMS d'environ 7 jours. Pour faire face à une augmentation constante d'activité depuis 2017, l'équipe a investi de nouveaux locaux en 2019 et projette de passer de 4 à 8 lits d'USC en 2021. Pour en discuter lors de cette table ronde, nous vous présentons Patricia Verlet, responsable qualité du CHIC Alençon-Mamers et coordinatrice de la gestion des risques associés aux soins. À sa droite, et à plus d'1 mètre, afin de respecter les gestes barrières, Vivien Godet, cadre supérieur de santé du pôle soins critiques et cadre du service de réanimation USC de 2017 à septembre 2020. Au travers de leurs échanges, nous reviendrons sur la co-construction de cette culture sécurité en 3 années et en 3 étapes. Étape 1, été 2017. État des lieux, opportunités et induction de la culture sécurité. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, sur cette première étape, elle commence à ma prise de poste en réanimation en tant que cadre de santé en juillet 2017. Je fais un état des lieux pour voir justement les points forts et les points améliorés du service. Et les 2 points améliorés du service qui m'ont frappé rapidement, c'était le premier, c'était que le service bénéficiait de différents outils de communication qui coexistaient entre eux, mais qui rendaient finalement l'information, enfin la circulation de l'information incompréhensible, voire nuisible à leur application. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est assez rapidement, j'ai pu me rendre compte que l'équipe disait d'une manière assez unanime que le service était très fort pour commencer les projets, mais pas vraiment pour les finir, du moins, ne savait pas les évaluer, et donc il regrettait qu'ils ne duraient pas dans le temps. De ça, en fait, les conséquences étaient assez simples.
La première que j'ai ressentie aussi, c'était la perte de confiance entre finalement l'équipe paramédicale, l'encadrement et l'équipe médicale. Et deuxième point qui posait question, c'est forcément défaut de communication. Ça amène de la confusion et ça emmène de la confusion dans les pratiques et dans l'organisation du service. Donc forcément, avec ce constat-là, moi je me posais la question, mais il doit y avoir des dysfonctionnements. Lesquels? Combien il y en a? En effet, Vivien, du côté de la direction qualité, nous dénombrions environ 15 signalements d'événements indésirables sur une année, ce qui était très peu, trop peu pour un service de cette typologie et de cette taille. Et nous nous interrogions de manière légitime sur la culture sécurité de l'équipe. Donc, on s'est interrogé et je me suis rendu compte que l'erreur était clairement vécue comme une faute par la plupart des collègues. Voilà, ils avaient un fort sentiment de culpabilité quand ils en faisaient une, d'où l'autocensure et cette non-remontée de données. Dans mon état des lieux, j'ai pu aussi me rendre compte que sur l'année 2017, il y avait énormément de cases de matériel ou de détérioration. Le coût s'élevait à plus de 20 000 euros. Pourquoi? Par un manque de connaissances et puis des fois un défaut d'ergonomie de travail. Sur les points par contre forts de l'équipe, ce que j'ai ressenti rapidement, c'est que l'équipe était très attachée à des valeurs soignantes, bientraitance, mais aussi de travail en équipe. Il y avait une forte volonté de vouloir faire progresser la qualité des soins, parce que la qualité des soins qui devait finalement aux patients et aux familles. Donc, de tout ce constat-là m'a emmené aussi à un moment donné, vers septembre-octobre, à vivre un événement indésirable grave dans le service et à proposer une analyse. Donc, dédicace à Monsieur Richaume qui m'a formé à la technique ACRES. Donc, j'ai utilisé cet outil-là et avec l'équipe, leur faire comprendre qu'on allait ensemble justement comprendre les causes, définir ensemble les actions d'amélioration pour avancer. Mon attention a été très vite posée sur deux choses. La première, c'est m'assurer qu'on allait communiquer très largement sur cette analyse et ses conclusions. Le deuxième point, c'est forcément évaluer ces actions-là pour montrer qu'on était capable de le faire. Voilà. Oui. Si la formation initiale des cadres de santé intègre une sensibilisation forte à la qualité, à la gestion des risques, à ses méthodes, à ses outils, en interne au CHICAM, nous proposons à tous nos cadres une formation de 2 jours sur la culture, qualité et gestion des risques et ses outils, et qui s'est arrêtée il y a 1 an pour cause de Covid et Covid bis. Et cette formation, elle insiste énormément sur l'erreur apprenante et sur l'analyse systémique des causes des événements indésirables. Ensuite, nous accompagnons au besoin, à leur demande, les équipes qui le souhaitent au niveau de la direction qualité. Alors, devant ce constat, Vivien, que tu as dressé à ta prise de poste, quels ont été tes plans d'action? Étape 2, automne 2017, fin 2018. Consolidation de la culture sécurité. Donc, le plan d'action, plutôt simple aussi, en 5 points essentiellement. Le premier, c'était s'attarder à définir des outils de communication qui rendent la circulation de l'information simple, accessible et actualisée. Donc, avec ce système-là, finalement, il y avait aussi un engagement très fort de ma part, de la part de l'encadrement vis-à-vis des collègues, c'est à savoir que cette information, justement, elle allait être actualisée, être adaptée, et qu'en retour, moi, j'attendais qu'ils prennent connaissance de ces informations-là pour en tenir compte dans leur pratique au quotidien. Donc, on a mis en place un système d'émargement pour ça. L'autre point, ça a été un gros travail de mise à jour des procédures et des protocoles qui a été fait en équipe. Mais quand on dit ça, on n'a pas tout dit. C'est que les procédures, quand elles sont actualisées, c'est bien, mais encore faut-il qu'elles soient connues et mises en pratique. Donc, pour ça, on a eu l'idée d'éditer un listing de toutes ces procédures et de le remettre à chaque soignant qui avait un trimestre finalement pour les lire et pouvoir dire si chaque procédure pour lui elle était acquise. Acquise, on entend par acquis le fait qu'il puisse la retrouver, il la comprenne et qu'il puisse l'appliquer. Si ce n'était pas le cas, il pouvait le signifier, expliquer ce qu'il avait besoin pour l'appliquer. Donc peut-être une présentation pas claire, peut-être un manque de formation.
Voilà pour ça. Le troisième point, ça a été, vu la casse importante, de commencer par sensibiliser les collègues en affichant mensuellement la casse de matériel et le coût que ça a engendré. Un autre point, ça a été de pouvoir mettre en place des audits, alors plusieurs audits de pratique ou audits dossiers patients, simples, faits pour la plupart du temps par les soignants eux-mêmes, et les résultats étaient largement diffusés sur les panneaux d'affichage dont je vous ai parlé avant, pour féliciter l'équipe sur ce qu'on faisait bien et puis encourager justement au progrès sur ce qui était à encourager. Et le dernier point, ça a été avec toute cette remontée de données sur les cases de matériel ou les besoins de formation, c'est de mettre justement en place des formations-actions dans le service pour renforcer des connaissances par exemple sur l'hygiène ou renforcer, et ça nous a bien aidé sur l'année 2020, sur la pratique du décubitus ventral ou sur l'utilisation de matériel qui était régulièrement cassé. Voilà, donc tout ce plan d'action se résume en ces 5 points-là. On note bien dans ce plan d'action global l'utilisation de nombreuses méthodes de gestion des risques a posteriori, mais aussi a priori. On note surtout, et c'est un miroir à ce qui a été échangé hier, un travail d'équipe important pour installer cette culture de la sécurité. Mais comment l'équipe a-t-elle réagi? Moi, je serais assez curieuse de savoir quels ont été les ressentis des professionnels. Et puis, as-tu bénéficié du soutien nécessaire ou au contraire, as-tu rencontré des freins à ton dispositif? L'équipe a réagi rapidement, de très bonne manière, parce que finalement, elle était en très forte attente, comme je l'avais expliqué au début. Et le fait d'entendre ses besoins, de mettre en place des actions simples et qu'il y ait une répercussion rapidement sur leur quotidien, a fait que oui, ils ont adhéré à cette méthode. Concernant l'équipe médicale, eux étaient plus sur la réserve, ils étaient plus prudents, ils avaient besoin finalement de temps pour s'assurer que ça allait fonctionner et justement que ça allait perdurer dans le service. Sur les soutiens du cadre supérieur de santé, du trio de pôle et essentiellement aussi du service qualité, que je remercie encore aujourd'hui, parce que mine de rien, on sait qu'ils sont là pour nous soutenir, nous apporter des critiques ou des outils. Donc très important ce soutien-là. Et Patricia, tu as parlé de frein. Le frein, celui que je retiens et qui est encore là aujourd'hui, c'est celui des habitudes en fait, qui sont des fois très ancrées dans des groupes ou des personnes. Et voilà, il faut en avoir conscience et accepter que on va faire preuve de pédagogie, qu'on va répéter très souvent les choses de manière différente pour qu'elles puissent être comprises et appliquées. D'autres événements indésirables graves ont eu lieu, ont été signalés. Tout à fait. Merci Patricia. Oui. Je continue sur ça. Ce que tu veux dire, c'est que j'ai eu plusieurs opportunités aussi durant cette année. C'est qu'il y a eu d'autres événements indésirables graves. Et en réutilisant aussi cette façon de les analyser, c'était de pouvoir continuer d'envoyer un message fort à l'équipe qu'on était capable de pouvoir les prendre, de les comprendre ensemble et de les traiter ensemble pour s'améliorer. Oui, le signalement des événements indésirables graves associés aux soins notamment nous a aidé à accompagner la démarche et depuis à s'en servir d'exemple pour d'autres secteurs. Également en interne, notre charte d'incitation au signalement, de non-sanction, a contribué largement à obtenir l'adhésion de tous les professionnels. Les échanges entre la réanimation et la direction qualité se sont renforcés largement. Pas seulement pour élaborer des procédures, mais pour imaginer le dispositif, y participer. Également en parallèle, et suite d'ailleurs à une formation sur le CHICAM de Calva, sur la commission EPP, la tenue des RMM s'est redynamisée. Et d'ailleurs, Vivien, avec 2 praticiens de réanimation, tu y participes. Tout à fait. Néanmoins, est-ce qu'on pouvait encore améliorer le dispositif? Est-ce qu'on pouvait encore augmenter le nombre de signalements d'événements indésirables? Nous atteignions à ce moment-là 42 signalements par an. Est-ce qu'il y avait encore une marge de progression possible? Étape 3, printemps 2019, aujourd'hui, décembre 2020. Intensification de la culture sécurité. Oui, on était intimement convaincus qu'on pouvait faire plus. Donc, ce qu'on était sûr, c'est que maintenant, l'équipe avait compris l'importance des déclarations, avait compris le bénéfice qu'elle pouvait tirer pour elle-même et pour les patients.
Mais notre volonté avec le chef de service, c'était vraiment de faire en sorte que on s'interroge quotidiennement en mode qualité gestion des risques. Et pour ça, on s'est donné un objectif quantitatif de déclaration. À savoir que d'après des études qu'on avait pu lire et d'après notre capacitaire et notre activité, on devrait déclarer à peu près 500 événements indésirables par an. Donc on en était très loin. Donc on s'est remis un nouveau plan d'action. Le premier point, ça a été finalement de s'appuyer sur les infirmiers et chargés de mission dont on bénéficie en réanimation pour les acculturer un peu plus à cette culture qualité, justement, en leur faisant des topos, en leur faisant lire des articles. Une fois cette étape faite, on a profité d'une réunion de service pour lancer justement cette culture qualité et leur donner un objectif, l'objectif du service qui était justement de déclarer 500 événements désirables chaque année. Et pour ça, on a mis en place un système de déclaration en interne. Donc vous imaginez bien qu'il a fallu utiliser grandement la pédagogie de la répétition en pouvant expliquer ce qu'était un événement désirable. Ça peut vous faire sourire, mais l'exemple que je veux vous faire partager, c'est que pour certains infirmiers ou infirmières, le fait d'avoir une extubation accidentelle sans conséquence pour le patient, finalement, c'était pour eux pas un événement indésirable. Donc ça, il a fallu aussi le retravailler, le répéter, pour qu'ils comprennent que ça, c'est un accident, que des fois, c'était un presque accident, qu'on avait besoin cette remontée de données pour continuer de progresser ensemble. Et donc, avec cette remontée de données, on a mis en place, donc depuis avril 2019, un CREX bimensuel dans le service, où est présent d'ailleurs un membre de la cellule qualité qui nous aide par son regard extérieur et par son questionnement à nous interroger de manière plus effective, plus productive. Et pour ça, en 2019, on a pu arriver à un nombre de 204 événements désirables déclarés. Donc 85% ont été traités. Après avoir suivi ces 3 étapes, faisons maintenant un premier bilan. Quels ont été les impacts de cette démarche? Le premier impact, c'est dans le service. Il a eu lieu sur la sécurité des soins par le fait d'avoir réussi à homogénéiser un peu plus les pratiques des soignants et surtout de travailler sur leur capacité, leur compétence à travailler ensemble. On le voit aussi par le fait d'avoir réduit le nombre de cases de matériel. L'année dernière, ça s'élevait à moins de 500 €. Il y a un impact aussi qui me semble très important, moi, c'est sur la qualité de vie au travail. Je le vois de manière subjective quand je suis dans le service où on sent une ambiance sereine et apaisée, malgré le contexte. Je l'ai objectivé en fait pendant les entretiens individuels que j'ai pratiqués, enfin que j'ai menés cette année, où plus de 80% finalement des agents expriment bien le fait qu'ils adhèrent grandement à la démarche qualité, qu'ils voudraient rien changer, qu'ils voudraient qu'on continue de cette façon-là. Un autre point aussi sur la qualité de vie au travail, c'est que l'année dernière, on avait moins de 7% d'absentéisme et que l'équipe montre une certaine stabilité. Alors certains pourraient dire qu'en réa, oui, il y a des paramédicaux qui ont des carrières longues, mais moi ce que je vais vous exprimer, c'est que quand je suis arrivé il y a 3 ans, c'était pas la volonté de certains agents, alors que là, c'est beaucoup plus marqué. Sur d'autres indicateurs, ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'en 2020, on est à ce jour 150 déclarations d'événements indésirables. Alors, on est moins que ce qu'on aurait voulu, certes. Après, la Covid a été néfaste pour nous, ça c'est évident. Et qu'on a pu mener finalement sur les 2 dernières années 7 REX et 4 RN. De l'alerte à l'apprentissage, de l'apprentissage à l'appropriation. Les impacts ont eu lieu non seulement dans le service de réanimation, mais on a pu aussi les constater à l'extérieur des murs du service, au sein du pôle de soins critiques, puisque le système de revue interne de signalement des événements indésirables est en cours de déploiement au SAMU et dans le service des urgences. Cette extension progressive, elle commence à diffuser à l'extérieur même du pôle, puisque d'autres services, comme le bloc opératoire ou encore la maternité, sont demandeurs d'un tel dispositif. Malheureusement, la Covid a freiné un peu notre élan et ce déploiement est pour le moment en stand-by. En conclusion, quelles forces et opportunités ont été permises par cette culture sécurité? Moi, je retiens essentiellement une force, c'est à savoir la capacité du service à s'adapter.
On l'a clairement vu pendant justement la pandémie Covid, où cette capacité à travailler en équipe, cette capacité à pouvoir intégrer des renforts, à pouvoir justement utiliser notre base documentaire a été pour moi un point très très fort. Mais ce que je veux souligner, c'est aussi cette capacité d'adaptation. Elle a été aussi possible parce que j'ai très largement utilisé les circuits de communication qu'on avait mis en place, qui étaient connus par tous et qu'on avait clairement besoin, surtout si on se rappelle du début de la pandémie. Il y avait beaucoup d'informations, elles étaient des fois changeantes, donc il fallait pouvoir avoir un circuit solide pour donner la bonne information, rassurer les collègues pour qu'ils restent concentrés sur leurs tâches. Une force indéniable et une opportunité pour l'avenir, puisque lorsqu'on découvre le nouveau référentiel de l'HAS pour la certification prochaine des établissements de santé, on note au moins un critère dont le niveau d'exigence sera impératif, qui est l'analyse collective des événements indésirables associés aux soins au sein des équipes, et un autre critère dont le niveau d'exigence est standard, qui est le soutien de l'établissement à la culture sécurité des soins. Donc pour nous, un véritable tremplin pour l'année prochaine. 3 points majeurs sont à retenir de ces échanges. Premièrement, le leadership du management et la collaboration avec la direction qualité sont à la base de la construction de cette culture. Deuxièmement, le cadre doit bénéficier d'un temps dédié à la démarche. C'est important. Il faut savoir perdre du temps pour ensuite en gagner. Enfin, il est impératif de mettre l'équipe en autonomie afin de faire vivre et pérenniser cette culture sécurité. Nous vous remercions pour votre attention et vous proposons de répondre à l'ensemble de vos questions avec grand plaisir en fin de session. Merci. Merci à tous. Merci, merci infiniment pour ce témoignage. Moi, je ne peux qu'être ravi effectivement de cette application, hein, parce qu'on ne fait que prôner l'idée du management intégré. Et là, on est complètement effectivement avec les 4 piliers. Vous êtes un très brillant exemple d'une culture intégrée. Je retiens aussi que finalement, vous avez mis en place des actions collectives pour améliorer des situations de travail et qui sont finalement des moteurs individuels et donc qui permettent finalement de rendre à l'individu sa place dans le collectif. Et donc ça c'est bien, on voit bien aussi le lien entre collectif et management. Comme l'a dit effectivement l'addition en fin de votre présentation, c'est important. Je pense que l'équipe devienne autonome. Qui dit autonome, ça veut dire sans manager ou comment vous le voyez, vous, l'autonomie justement de votre équipe? Moi, je la voyais déjà dans le fait de pratiquer des audits tout seul et autonome aussi. C'est au travers de la délégation que je pouvais donner aux IDE chargés de mission ou alors à des infirmiers quand on avait le temps, entre guillemets, de le faire sur, justement, je reprends l'exemple de l'audit, mais aussi de pouvoir aussi lui demander de réfléchir sur un événement indésirable interne qui était sorti. Je me disais que celui-ci, il ne fallait pas qu'il attende le CREX qui allait avoir lieu dans peut-être 5-6 semaines et je voulais déjà avoir un retour de terrain. Et donc, voilà, c'est de pouvoir les impliquer. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui savent mieux que nous. Quelque part, moi, je me suis vraiment un coordinateur. Je fais en sorte que les gens travaillent ensemble. Donc, voilà, c'est de les valoriser là-dedans. C'est comme ça que j'entendais autonomie. Et vous deviez l'entendre pareil. Oui, très certainement. C'était un peu provocateur de ma part, bien évidemment. L'idée, effectivement, que vous soyez un chef d'orchestre et non pas un effecteur, mais effectivement juste chef d'orchestre, ça c'est important. Le principe de l'organisation fractale, c'est-à-dire qu'on est capable de reproduire un schéma, c'est-à-dire le schéma d'une direction qualité qui va accompagner les différents services et au sein du service, finalement, un coordinateur qui va être capable de reproduire finalement ce schéma d'accompagnement auprès de professionnels qui seront des référents. Donc, effectivement, on est d'accord. Si vous me permettez. Oui. J'allais dire aussi une chose. Allez-y, je vous en prie. On n'entend pas. Non, allez-y. Donc, ce que je voulais rajouter, c'est sur ce qu'a dit Simon sur la fin, sur l'importance du leadership. Ce qui me semblait très important aussi de
pouvoir rappeler à tout le monde finalement et partager ça, c'est que dans la capacité à autonomiser l'équipe, c'est aussi la capacité du cadre à écouter l'équipe. Et pour ça, finalement, ce à quoi j'ai fait très attention, c'est justement être dans une écoute très active et de ne pas avoir d'idées préconçues sur ce qui pouvait m'être dit. Et ça, finalement, l'équipe l'a renvoyé de manière très forte parce qu'ils avaient conscience parce qu'ils avaient en face d'eux quelqu'un qui ne les jugeait pas. Donc, quelque part, j'ai dit ce que je faisais et je faisais ce que je disais. Donc, c'était plus facile pour après d'intégrer cette façon de faire. Voilà. On est d'accord, complètement. Avec l'idée aussi que vous avez su prendre des outils pour à la fois mesurer les manières de faire et les manières de penser. Effectivement, vous avez regardé les deux parties de l'iceberg dont on parlait hier. Est-ce qu'on a des questions sur le chat? Je crois voir que... Alors, je pense que la dernière question qui était qui sont les leaderships dans les établissements, les cadres de santé ou en interrogation. Et je pense que vous y avez répondu en grande partie. Oui, le leadership, il est essentiellement représenté par les trios de pôles, au sein des pôles, sur lesquels repose pour nous la déclinaison de la politique qualité institutionnelle au niveau du pôle. Et sans eux, on n'arrive pas, nous, à diffuser. En fait, c'est une courroie qui nous sert de transmission. Et après, en accompagnement, on va venir aider pour l'implantation d'outils, l'utilisation d'outils ou de méthodes, et rester cohérent avec la politique institutionnelle. Donc un leadership au niveau du top management de l'établissement, bien sûr, d'abord, et au niveau des trios de pôle. Merci beaucoup. On va devoir malheureusement vous quitter parce qu'on a effectivement d'autres interventions et qu'on est un peu pris par le temps. Merci encore infiniment et de toute façon, voilà, il y a encore le chat sur lequel vous pouvez aussi encore dialoguer et répondre. Merci encore infiniment et bravo pour ce magnifique travail. Merci à vous. Merci. On va passer effectivement à un autre sujet, celui en fait comme effectivement du travail en équipe. On vient de le voir, il est important. Le travail en équipe, il est important aussi dans la continuité des soins, dans le fait qu'une équipe, c'est aussi plusieurs personnes qui vont autour d'un même patient intervenir de façon successive. Et il est important de savoir si justement, de façon successive, les gens sont capables de se coordonner, si les gens sont capables de maintenir un même niveau de sécurité. Une méthode qui est assez efficace pour mesurer justement cette coordination successive, c'est celle du patient fictif. Je vous propose de découvrir la méthode au travers d'un petit film qui a été piloté avec l'équipe du CK. Donc Jean-Luc Quenon, que vous avez pu voir hier en vidéo. Et là, en fait, on a un petit film qui présente ça et il parlera beaucoup mieux que moi. Jean-Luc, lui aussi, fréquente beaucoup les hôpitaux. Il est malade, mais c'est un malade professionnel. Il est payé par le ministère de la Santé et par les hôpitaux et cliniques d'Aquitaine pour y tester la sécurité et faire diminuer les erreurs médicales. Je suis un patient fictif, un patient qui va arriver aux urgences et qui ensuite va faire le parcours d'un vrai patient, donc qui va passer ensuite à la radiologie, qui sera pris en charge par un brancardier et qui ira dans un service. Et ce qu'on va tester, c'est les contrôles, les vérifications de l'identité par chacun des professionnels qui me prendra en charge. Car l'inversion d'identité peut aussi être source d'erreurs médicales. Ces erreurs sont assez fréquentes parce que bien identifier un patient, c'est-à-dire donner le bon soin au bon patient, c'est assez complexe parce qu'on a pas mal de situations dangereuses, par exemple des homonymies. Il y a des noms qui sont assez fréquents dans la région et si plusieurs patients sont hospitalisés en même temps et en particulier dans le même service, parfois dans la même chambre avec le nom, il peut y avoir des risques de confusion. Elles peuvent avoir des conséquences très graves. Par exemple, ça peut être un patient qui est opéré à la place d'un autre, pas forcément du bon côté, du bon organe. Et ça peut être aussi un patient qui va prendre le médicament
du voisin, par exemple, dans un de nos établissements, le patient a pris un traitement antidiabétique d'un autre patient et s'est retrouvé en réanimation. Donc vous voyez que ça peut menacer le pronostic vital et même entraîner le décès dans les situations les plus graves. C'est cet établissement de la région bordelaise que Jean-Luc va piéger. Le personnel a été prévenu qu'un patient fictif débarquerait dans l'année, mais ne connaît bien évidemment ni le jour ni l'heure de son arrivée. Je monte aux urgences. Pour pouvoir suivre l'expérience, nous nous sommes équipés d'une caméra cachée. Officiellement, nous sommes des amis de passage et Jean-Luc a eu un malaise alors qu'il venait nous chercher à l'aéroport. Jean-Luc, lui, est déjà dans la peau du patient. Bonjour. Il a fait un malaise, alors... Oh là là, attendez. Ah ben, allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il conduisait et il conduit. Hein? Qu'est-ce que t'as senti quoi? Est-ce que vous auriez vos papiers sur vous, monsieur? Carte vitale, mutuelle, une carte d'identité? Jean-Luc est aussitôt conduit en salle d'examen. Salut, bon, salle d'attente, je m'occupe de lui. Ouais, j'en irai, Jean-Luc. Pendant ce temps, on tente de vérifier son identité. Il a rien sur lui. Il a rien du tout? Il part sans rien, lui. Jean-Luc n'a volontairement pris que sa carte d'électeur. C'est incroyable. Vous connaissez son adresse? Il est à Pessac, il habite à Pessac. Non, là, C'est pas la bonne? non. Aucun moyen d'identifier le patient, une situation classique aux urgences. Mais les gens, ils arrivent à me fournir quand même la vitale ou la mutuelle, mais j'ai pas la carte d'identité. La carte d'identité, c'est quand même le plus important, parce que la carte vitale, il y a trop d'erreurs avec les cartes vitales. Et hier, j'ai eu encore un problème de date de naissance. La carte vitale, c'était un 1er mai, alors qu'il était né le 14 mai. Voilà. Donc là, comme là, je suis obligée de me fier à pas grand-chose. Ça me gêne. La secrétaire de l'accueil va aussitôt placer au poignet de Jean-Luc un bracelet avec les informations qu'elle a récoltées sur sa carte d'électeur. C'est désormais sa seule identité. Une identité que chaque membre du personnel qui s'approche de Jean-Luc est censé vérifier pour éviter les erreurs médicales. Vous êtes inquiet? Bah oui. Je vais lui dire et puis dès qu'on peut vous faire rentrer dans la salle, on vous fait rentrer. C'est gentil, madame. Pendant qu'il est seul avec le médecin, Jean-Luc va lui révéler qu'il est le patient fictif et avec sa complicité, changer les informations sur le précieux bracelet. Ah oui, c'est ça. J'ai demandé qu'il change mon bracelet original. C'est moi qui l'ai fait faire, volontairement, pour voir si ça l'apercevait. Désormais, il est madame et non plus monsieur que non, Jean et plus Jean-Luc, et il a été rajeuni de 20 ans. Comment il va? Les paramètres sont à peu près corrects, l'électro est bon. Ouais. L'objectif est de tromper cet infirmier qui maintenant va le prendre en charge. Ouais. Le médecin l'a vu, il va avoir droit à quand même une échographie abdominale et radio-abdominale. Les identités. Mais très professionnel, l'homme s'aperçoit aussitôt de l'erreur. Vous pouvez rien voir, quelque carte s'il vous plaît? Carte bancaire, c'est tout? Non, parce qu'il n'y a pas de nom d'identité sur le carte bancaire. Il y a une carte électorale. Christine, j'ai une information incomplète pour un patient en salle d'urgence. Monsieur Quenon. Voilà. Il se prononce pas Jean, mais Jean-Luc. Voilà, c'est un monsieur. Et donc pas une dame plus le bord de radio. Il est né le 16/5/58. Non pas le 16/5/78. Non. Donc il faudrait refaire des étiquettes avec les bonnes coordonnées, le bon sexe du patient ainsi que la bonne date de naissance. La jeune femme de l'accueil qui avait relevé l'identité de Jean-Luc revient changer le bracelet. Oh non, on va enlever le bracelet parce que c'est pas la bonne identité. Excusez-moi. Bien sûr, elle est perplexe. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais en tout cas... Mais elle nous fait une confidence plutôt inquiétante.
Il faut savoir qu'on a un logiciel qui n'est pas du tout plus de top. Hein. Des fois, ça nous met madame alors que c'est monsieur, ça nous met que c'est féminin alors que c'est masculin, ça arrive tout à fait. Effectivement, il faut s'en apercevoir et modifier. Vous n'êtes pas aidé Non, on n'est pas aidé, non. Normalement, ça devrait s'arranger à partir du mois de septembre. Ah bon? Non, au mois de septembre, on change de logiciel. Ben, si vous n'êtes pas aidé, on n'est pas rassuré. Jean-Luc est maintenant conduit au service de radiologie. Malgré son état de santé, personne ne panique et tout le monde prend soin de vérifier que c'est la bonne personne au bon endroit. Pour l'instant, ça se passe bien. Parce que la tentation, ça pourrait être évidemment de soigner. Il faut soigner très vite. Et puis de zapper complètement ça. On verra ça plus tard. On ne le voit jamais. Ça, vous l'aviez vu ailleurs? Ah oui, oui, oui. Je l'ai vu ailleurs, le précédent établissement. C'est maintenant au brancardier de radiologie qui est dans la confidence d'essayer de tromper la vigilance d'un de ses collègues. Il l'appelle et lui demande de remonter un certain monsieur Robinet en médecine générale. Je peux remonter le monsieur. Pour l'instant, ensuite, je vais faire une consultation. J'appelle le brancardier. Monsieur Robinet est un vrai malade, mais qui est déjà dans sa chambre. Voilà, tu pourras nous remonter ce monsieur, c'est monsieur Robinet, chambre 345. 345, ok, voilà. Merci. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur. Monsieur Robinet. Oh, pardon. Ouais. Comment? Le brancardier a bien posé la question, mais n'a pas attendu la réponse et surtout n'a pas vérifié le bracelet. En plus, Jean-Luc n'a aucun dossier médical avec lui pour prouver son identité. Et le dossier? Ça suit, non? Arrivé au 3e étage, surprise, les infirmières n'attendent personne. Salut Christine. Tu étais au courant? Alors le brancardier vérifie pour la première fois le bracelet. Peut-être bien monsieur Robinet. Non, plus c'est moi qui me fais plus. Attends, je vais appeler parce que là, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à la campagne? Oui, oui, oui. On Oui, Philippe, comment tu m'as dit qu'il s'appelait le patient? Oui. Non, non, c'est pas ça, Philippe. Hein. Ça, c'est monsieur Quénon. Voilà. Donc, ce monsieur, il va aux urgences alors, hein? D'accord. Ok. Excusez-nous, ça m'étonnait aussi. Vous avez entendu comment tout à l'heure quand il a dit monsieur Robinet? Vous étiez juste à côté. Non, j'ai pas fait attention. Bon, alors, on va redescendre aux urgences. Excusez-nous pour la balade. Une balade qui aurait pu, en cas de vraie urgence, être fatale au patient. Oui. Fin de l'exercice, le test aura duré 2 heures. Tout le personnel va maintenant débriefer avec Jean-Luc. Je propose qu'on passe, si vous en êtes d'accord, on est arrivé à la radio, alors les collègues de la radio, voilà. Donc on a dit, voilà, donc il faut remonter dans sa chambre un patient qui est hospitalisé, qu'on a ici à la radio. Il est dans un brancard dans le couloir, point. Hein, donc l'idée, si on n'est pas vigilant, ben, le premier brancard qu'on trouve, hop, 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 tac. Et Donc moi je suis arrivé, j'ai demandé à Philippe quel était son nom, il m'a dit c'est monsieur Untel. Donc je suis venu vous voir, je vous ai demandé si vous étiez bien monsieur Untel. Comme vous n'étiez pas bien, vous m'avez dit Les amis n'ont pas confirmé. Donc, et c'est là que moi j'ai fait l'erreur de ne pas vérifier par rapport au bracelet si vous étiez réellement ce patient. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le brancardage est souvent une étape qui peut être une étape à risque. Hein, donc, alors, oui, ce que je voulais dire aussi, pour terminer, c'est qu'à ce moment-là de la prise en charge, on pense que le patient peut être, on fait confiance à nos collègues, parce qu'à ce moment-là, il y a eu la prise en charge à l'accueil, il y a eu la prise en charge par l'infirmier, il y a eu la prise en charge par le docteur, il y a eu la prise en charge par le secrétariat de la radio, et il y a eu la prise en charge par la radio elle-même. Donc on arrive quand même en 6e position.
Donc l'erreur peut être à ce moment-là beaucoup plus facile parce qu'on s'est dit il y a déjà eu pas mal d'identifications à ce moment-là de la prise en charge. Ce qui est important, c'est toujours d'essayer de multiplier les sources d'informations. Ce qui aurait été dangereux, c'est de dire bon, je me casse pas la tête, c'est pas comme d'habitude, non, c'est pas comme d'habitude. Attention, danger. Voilà, on va passer immédiatement en fait sur l'expérience du CH de Flers. Vous avez vu, encore désolé pour la qualité de l'image qui a été hachée. On remettra sur le site la vidéo. On vous garantit que la vidéo fonctionne. Comme vous l'avez remarqué, Jean-Luc a rajeuni entre hier et le film d'aujourd'hui, ce qui explique en fait le côté haché de l'image. Je pense qu'il y a un petit problème de codex et que quand ça passe sur Internet, c'est un petit peu plus compliqué. On va le télécharger, on le mettra sur un bon format. Je laisse la place à la parole à Milena Corvet-Blondin, qui est cadre supérieur au sein du pôle mère-enfant et au pôle médico-technique au CH de Flers, qui va justement nous illustrer aussi comment chez eux ils ont mis en place le patient fictif. Alors bonjour, je suis Mélina Corvet-Blondin, donc je suis cadre supérieure au sein du GHT Les Collines de Normandie, plus particulièrement au niveau du centre hospitalier Jacques Monod. Et par la même occasion, je suis pilote au niveau de la thématique identito-vigilance au niveau de l'établissement avec Madame Bustani, biologiste. Alors, je vais vous présenter particulièrement donc, le parcours patient fictif qui a été mis en place il y a quelques mois. L'objectif était d'identifier les pratiques en identito-vigilance et la recherche de l'identification du patient. La grille, du coup, a été travaillée au sein du réseau Calva en groupe de travail. Et le parcours qui a été choisi en lien avec l'établissement, patient fictif accompagné de sa fille arrivé par les urgences, puis il a été pris en charge au niveau de la radiologie, de la médecine et avec un passage au niveau des services des admissions. Donc l'objectif de cela était de faire un focus par étape au sein des équipes de soins, médicale, paramédicale. Une erreur, du coup, s'était glissée au niveau de l'identification du patient et l'objectif était de savoir si les agents repéraient cette erreur et s'ils demandaient à la corriger au niveau des services des admissions. Le projet a été cadré avec une validation des différentes instances. Alors en fait, le réseau Calva a vraiment, je dirais, donné cette dynamique régionale et on a eu cette opportunité de mettre en place ce projet avec évidemment l'usager, et ça, ce point-là est très important, le regard de l'usager qui lui était le patient fictif et ça a permis de travailler ensemble au sein du GHT pour justement impulser cette dynamique de qualité gestion des risques au niveau des professionnels de santé et les impliquer. Alors, le groupe de travail est issu de la cellule d'identito-vigilance, donc moi-même avec des cadres et cadres de pôle, et avec les professionnels de santé via des soignants et puis aussi le service informatique, le service d'information médicale qui justement a participé à ce groupe de travail pour mettre en place en toute discrétion
Alors, effectivement, à la fin de ce parcours, donc nous avons identifié des points très positifs comme la pratique qui était presque conforme au niveau de toutes les unités de soins, hein, au niveau de les pratiques d'identification du patient. Les points à améliorer, le point particulier à améliorer était plutôt la vérification du bracelet de l'identité au niveau du bracelet d'identification du patient. À chaque étape, le patient a été accueilli avec sa fille de manière adaptée et vraiment ça a été un point qui a été identifié avec un point fort. Alors, en action, donc, ce qui a été mis en place, c'est un réajustement de la formation et par la même occasion, nous avons fait à la suite une évaluation des pratiques professionnelles sur les connaissances de l'identito-vigilance, sur les bonnes pratiques. Alors, c'est quelque chose qui se prépare, qui doit être vraiment pensé de A à Z, qui prend du temps et qui nécessite vraiment une bonne coordination au sein de l'établissement. Le fait d'avoir fait ce patient fictif avec vraiment une intégration au cœur des soins, on peut faire un parallèle avec la certification qui vraiment, voilà, avec les patients traceurs, voilà, faire un croisement avec cette méthode qui est vraiment très bénéfique et très porteuse pour le réajustement des pratiques. Deux illustrations du patient fictif, un premier avec un faux patient, le deuxième avec vraiment l'usager, donc on est passé même encore un stade encore au-dessus parce qu'on va intégrer l'usager dans la démarche. Ce qui est intéressant dans ces démarches, c'est de voir que ce sont des démarches qui vont encore une fois se faire avec l'équipe et les solutions viennent de l'équipe. L'équipe va être à la fois évaluer et en même temps être évaluateur. C'est ça qui est intéressant, hein, ces philosophies d'être au plus proche du patient et au plus proche du terrain, de l'action du terrain, avec des cultures, des motivations qui sont un peu différentes. On va continuer, on prendra les questions juste peut-être après. On va continuer justement sur l'idée de culture et des cultures différentes. Si on va encore un peu plus loin dans la logique de culture et de motivation qui peuvent être différentes, c'est les cultures qu'il y a entre deux mondes qui sont pourtant en continuité, c'est le monde le monde du secteur sanitaire et le monde du secteur médico-social, où on a des points communs, mais vous voyez qu'en termes de ne serait-ce qu'en simple appellation, d'un côté on va appeler un résident ou une personne accompagnée, de l'autre côté on va appeler un patient, et pourtant c'est bien la même personne qui passe d'un secteur à l'autre. Je vais laisser la parole justement à une première équipe, puis on reviendra sur l'interview sur le CHPC. Donc, première équipe au sein du CH Avranches-Granville. Sandra Janvier et Corinne Desmonts vont nous parler justement de cette problématique au sein d'un GHT, par exemple. Sandra Janvier, je suis responsable qualité pour les établissements de la direction commune du centre hospitalier d'Avranches-Granville. Et donc moi je suis Corinne Desmonts et je suis cadre à la résidence Arc-en-Ciel à Avranches, l'EHPAD à Avranches. Alors les établissements avec lesquels on travaille, selon les établissements de la direction commune de l'hôpital d'Avranches-Granville, donc sur le secteur médico-social, on travaille avec les deux EHPAD de l'hôpital d'Avranches, donc soit environ 200 lits,
l'EHPAD de Saint-Hilaire pour 136 lits et un SIAD de 53 places. L'hôpital de Saint-James, 40 places de SIAD et 158 places d'hébergement, donc handicap et personnes âgées. L'hôpital de Mortain, un SIAD de 40 places et 178 lits d'EHPAD. Et pour le siège de Villevieux, 40 places de SIAD et 105 places d'EHPAD. On a commencé à travailler une démarche qualité entre les établissements du secteur médico-social en 2018, au moment de l'évaluation interne de ces services. Donc, on a choisi de créer des grilles d'évaluation communes, donc une grille pour tous les EHPAD et une grille pour tous les SIAD. À partir, donc chaque établissement a fait l'évaluation sur son établissement et ensuite on a réalisé une analyse globale de l'ensemble des résultats. À partir de là, on s'est rendu compte qu'on avait souvent les mêmes difficultés et des actions identiques. Donc on a décidé de créer un plan d'action commun entre les sites et porté par l'ensemble des professionnels. Donc, on peut avoir des actions communes qui sont portées, par exemple, par un cadre de santé sur un établissement, mais qui va porter le travail pour l'ensemble des sites. Effectivement, j'ai été donc pilote et copilote de deux groupes de travail au niveau du GHT, à savoir le PAP, le groupe de travail concernant le projet d'accompagnement personnalisé, et le groupe de travail concernant les référentes AS des résidents. Et donc, en fait, donc on s'est tous réunis. On a fait un état des lieux de ce qui était fait dans chaque établissement. Nous sommes repartis des textes, ensuite des textes législatifs. Et on a après ensuite essayé de créer un document unique, applicable dans tous les établissements du GHT. Donc suffisamment exhaustif, mais assez large pour que ce soit applicable partout. Donc, au niveau des difficultés, des limites, réunir tout le monde, en fait, de manière très pragmatique. Hein. Donc, c'est vrai qu'en plus, à cette époque, il y avait beaucoup de groupes de travail en même temps, simultanés, et donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que c'était difficile de se réunir en même temps. De tenir compte aussi de l'historique et de l'identité de chaque établissement et aussi tenir compte des moyens qui diffèrent d'un établissement à un autre. Par contre, au niveau des avantages, ces groupes de travail ont permis un échange de pratiques, d'apprendre à se connaître aussi, hein, tout simplement. Un enrichissement aussi au niveau des idées, puis des pratiques des autres. Et puis, ça a permis aussi de dégager des axes d'amélioration pour son propre établissement. Voilà. Et d'agir en conséquence sur le terrain. Moi, je dirais que c'est prendre le temps de faire l'analyse du fonctionnement de chacun et d'échanger sur les résultats de cette analyse. C'est le moment où on arrive à comprendre comment fonctionnent les autres et c'est là qu'on perçoit les difficultés communes et ou les axes de travail qui pourraient être portés et la manière dont on peut s'entraider pour les porter. Je pense que c'est vraiment l'étape d'analyse. Souvent, c'est pas par là qu'on commence parce qu'on veut tout de suite mettre en place des choses. Et moi, je trouve que c'est quand on fait l'analyse, quand on prend le temps quand on laisse le temps aux équipes de s'exprimer et qu'on prend le temps ensuite avec l'encadrement de chaque site de discuter, que c'est là où on voit les différents dispositifs et chacun prend conscience de la manière dont on peut s'entraider. Voilà, puis ils se sont acteurs, ils se sont impliqués, ce qui a son importance aussi. Ouais. Ils se rencontrent une fois par an. C'est le moment où on fait le point sur les actions qui ont été menées pendant l'année et où on rediscute les actions qui n'ont pas été réalisées
pour soit les abandonner, soit faire en sorte qu'elles soient poursuivies. Donc, ça nous permet de reprioriser en fait les actions pour la suite. Merci beaucoup pour ce témoignage. On est un petit peu pris par le temps, donc on va tout de suite basculer en fait sur l'équipe du centre hospitalier public du Cotentin, où on a un GHT qui est un peu particulier. Ils vont nous expliquer, Annabelle Agnès, Clémence Burnouf et Nathalie Jolivet, vont nous expliquer justement ce GHT très très particulier. Parce que là, effectivement, on a bien une mixité importante entre un établissement sanitaire et puis des établissements médico-sociaux qui sont tous en étoile autour. Mais je laisse la parole à Clémence Bournouf. Je ne sais pas si vous êtes pas loin. Mais oui. Là, on m'entend bien. Voilà. Oui. Alors, je veux bien le PowerPoint en visuel. Oui. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, les éléments de contexte. Aurélie, est-ce qu'on peut avoir la diapo suivante? Voilà, super, merci. Voilà, donc Clémence Burnouf, je suis directrice adjointe au centre hospitalier de Cherbourg et notamment en charge des EHPAD du centre hospitalier et puis aussi du GHT gériatrique du Cotentin. Alors, pour passer sur la slide suivante, l'idée c'est de vous présenter effectivement ce GHT qui est un petit peu particulier sur notre territoire, puisqu'en fait, sur notre territoire GHT, nous ne sommes qu'un seul établissement public de santé, et donc le CHPC. C'est donc difficile pour nous de nous associer avec d'autres établissements de santé comme l'ont fait les autres GHT de Normandie et de France. Donc, on a choisi, en accord avec l'ARS, de s'orienter vers les EHPAD publics de notre territoire. Et donc, on a orienté presque toutes nos actions sur la gériatrie, même si on travaille quand même à côté sur d'autres choses, mais voilà, on est principalement sur la gériatrie. Donc, on a un projet médico-soignant partagé qui travaille notamment sur le parcours de la personne âgée, et puis on retrouve quelques actions de mutualisation entre les EHPAD. Donc, deux modalités d'intégration de notre GHT. Soit vous êtes établissement adhérent, donc c'est principalement pour les EHPAD de la fonction publique hospitalière, et donc là, on va travailler avec ces EHPAD à la fois le projet médico-soignants partagés et puis toutes les actions mutualisation, achat, dossiers informatisés, etc. Sachant que c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Et puis avec les établissements, les EHPAD associés, là on va principalement travailler sur le parcours de la personne âgée via le projet médico-soignant partagé. Donc aujourd'hui, notre GHT, il se construit petit à petit, puisqu'il n'y a pas d'obligation d'y adhérer ou d'y être associé. Donc aujourd'hui, on a 6 EHPAD membres qui se situent sur 8 sites différents, dont les EHPAD du centre hospitalier. Et puis en établissement associé, on est à ce jour 9 EHPAD associés au GHT. On a aussi une structure du handicap qui est ACAIS. Et puis, on a intégré aussi à notre GHT les pilotes Maya, qui nous semblent essentiels quand on parle de parcours personne âgée. Comment vous avez justement réussi à concilier ces deux cultures? Parce que là, on est quand même sur deux mondes complètement différents, assez différents, qui vont prendre en charge la même personne, mais qui vont avoir des motivations. L'un est un lieu de soins, l'autre est un lieu de vie et de soins, mais plus un lieu de vie que de soins. Comment on arrive à concilier ces deux cultures? Comment vous les mariez? Alors, je dirais qu'on a travaillé en 4 étapes, en fait. La première, c'est d'apprendre à se connaître, tout simplement. On était tous sur un même territoire, mais
on ne se connaissait pas forcément, on se croisait via des réunions, mais sans plus. Donc, dans le cadre de l'instance soignante commune, déjà, on a proposé à chaque établissement qui était adhérent ou associé de se présenter, de présenter son établissement, ses équipes, ses objectifs, son rôle, etc. On a choisi aussi de se faire connaître, donc on est allé au-devant des établissements, à la rencontre des structures pour présenter l'hôpital, pour présenter le GHT, et puis présenter ce qu'on souhaitait travailler avec les EHPAD du territoire. Et puis ensuite, c'est plus là dans les projets où on est allé, et là c'est les professionnels de l'hôpital qui sont allés à la rencontre des établissements médico-sociaux. À titre d'exemple, on a notre chef de service des urgences qui est allé à la rencontre des médecins coordonnateurs d'EHPAD. Je l'expliquerai un petit peu plus tard, mais notamment les EHPAD qui étaient le plus adresseurs de patients aux urgences. Voilà. Donc voilà, première étape, c'était d'apprendre à se connaître. Voilà. Deuxième étape, c'était de se faire confiance, casser les a priori, pour nous comme pour eux. C'est vrai que souvent, nous, de notre côté, au centre hospitalier, je pense que c'est vrai pour beaucoup, on a tendance à se dire que les établissements médico-sociaux nous orientent beaucoup de résidents, d'usagers via les urgences, parfois une méconnaissance de ce qu'on peut faire. Voilà. Et puis les a priori côté médico-sociaux, c'est souvent l'idée que l'hôpital n'a qu'un seul objectif, c'est de vider ses lits et que l'EHPAD est souvent le meilleur lieu pour cette ça. Ensuite, on a essayé d'objectiver les choses. Sur ces a priori, voilà, je le redis, nous, côté urgence, souvent cette idée qu'on accueille beaucoup en nuit, en week-end, des résidents issus d'EHPAD. Et puis, côté EHPAD, le sentiment que souvent ces prises en charge se passent mal, que les retours se font aussi les week-ends, les sorties d'hospitalisation, etc. Donc, en fait, on a mené une étude avec le chef de service des urgences, avec la direction des soins, sur le nombre de résidents d'EHPAD de notre territoire accueillis aux urgences, avec jour, semaine, week-end, jour-nuit, pardon, et puis aussi avoir une idée du contenu des éléments médicaux qui nous étaient transmis. Cette objectivation des faits, elle a permis de casser des a priori. Il n'y avait finalement pas tant de transferts de nuit que ça. Et puis, elle a aussi permis cette rencontre qu'on a proposée aux EHPAD du territoire. C'est ça qui a été vraiment très riche, à la fois pour nous, le service d'urgence, de mieux comprendre quelles sont les contraintes des EHPAD, de bien comprendre que ça ne fonctionne pas comme à l'hôpital. En EHPAD, on n'a pas toujours une infirmière le dimanche, on a très rarement une infirmière la nuit, et ça, au service des urgences, on n'a pas toujours en tête. Et puis, ça nous a permis aussi d'échanger sur les besoins des EHPAD, qu'est-ce qui faisait défaut au moment du retour du patient sur l'EHPAD, etc. Donc, c'était très, très concret. Et puis, c'était surtout de montrer aussi qu'on est à l'écoute et surtout dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, au niveau du centre hospitalier, on avait besoin de faire comprendre aussi quelles étaient nos contraintes dans la prise en charge des résidents d'EHPAD. Et les EHPAD avaient besoin également de faire comprendre quelles étaient leurs contraintes. Et il n'y a rien de mieux, en fait, finalement, de mieux se connaître pour connaître ces contraintes. La troisième étape, donc, c'était de mener des projets en commun. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure en introduction, sur les choses, c'était surtout de ne pas penser patient ou penser résident, mais bien penser personne âgée et parcours de la personne. Et donc, de ne pas se focaliser que sur son périmètre d'activité. Donc, on a travaillé pas mal de projets avec des établissements, des projets de télémédecine, des projets de formation,
Nous, notre objectif, c'est tout ce qui peut être déployé au niveau du CHPC, on essaye toujours de le décliner sur le médico-social. Alors, ce qui aide, je pense, c'est aussi d'avoir une équipe de direction qui est constituée de 2 directeurs issus du médico-social, et donc avec cette philosophie médico-sociale, ce qui nous aide toujours à décliner tout ce qui peut être fait sur le CHPC vers le médico-social. Et puis la dernière étape, ça c'est une étape plus récente, c'est se soutenir. Et c'est vrai que pendant la période Covid, on a été, les établissements médico-sociaux et le CHPC confrontés à cette crise inédite. Et voilà, et c'est dans ces moments-là que nous, on a souhaité montrer aux établissements médico-sociaux qu'on était en mesure de les aider, et de manière très concrète sur le terrain. Il y a des conférences téléphoniques, etc., avec les expertises que nous, établissements de santé, on peut apporter sur les équipes opérationnelles d'hygiène, sur l'HAD, les soins palliatifs, l'infectiologie, etc. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je retiens effectivement l'écoute, je retiens le travail en équipe, le partage et le fait de travailler avec les professionnels. C'est un peu, je crois, le fil conducteur qu'on a eu tout au long de ce webinaire. On l'a retrouvé, hein, c'est vraiment ces thématiques tout au long de chacune des témoignages que vous avez pu apporter, des petits films. On est bien dans l'idée que pour pouvoir coordonner, il faut qu'il y ait un manager qui soit à l'écoute, qui partage et qui travaille avec les professionnels les uns les autres. Je suis navré hein, parce qu'on a un temps malheureusement qui est limité parce que les Haute Autorité de Santé a enclenché un webinaire qui oblige un grand nombre de personnes à se déconnecter. Ce que je vous propose, c'est que, alors, à moins qu'on ait peut-être une dernière question, sinon moi j'en ai une qui était plutôt les freins. Quels sont les freins? Quels ont été est-ce que la principale difficulté que vous avez pu rencontrer au sein de, justement, dans votre démarche? Est-ce qu'il y a il y a eu un frein particulier que vous avez, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire de vouloir concilier 2 cultures. Oui, alors des freins, c'est peut-être la dynamique à impulser, où on pense souvent que le centre hospitalier, de par sa taille, est toujours force de proposition. Je le vois par exemple pour la télémédecine. Pour autant, en fait, il faut que chacun soit à la base de la construction des projets. Et je le vois pour un projet de télémédecine, c'est vrai qu'on a été force de proposition vers les EHPAD d'un projet de télémédecine sur des spécialités sur lesquelles nous, on avait des possibilités d'apporter une réponse à leurs besoins. Et puis en fait, il s'est avéré que ça ne correspondait pas forcément aux besoins des EHPAD. Voilà, c'est pour ça que c'est essentiel que les établissements médico-sociaux soient aussi force de proposition et que si on veut répondre à leurs besoins, il faut que ce soit vraiment eux qui identifient ce besoin et non pas nous à leur place. Voilà. Là, ça crée des échecs. Oui, merci. Oui, effectivement. Je vous propose qu'on arrête là nos débats. Je suis navré parce on aurait pu en débattre encore assez longtemps. On peut continuer, le chat reste un peu ouvert, donc vous pouvez poser des questions. Vous pouvez, bien sûr, on nous a posé la question de savoir si on allait retranscrire toute l'organisation. Bien évidemment, la session est enregistrée, vous pouvez la revoir en replay. Et puis, on a le projet dans les mois à venir de faire quelques reportages et témoignages. Le CHPC fait partie des établissements qu'on va revenir voir pour avoir un témoignage plus détaillé auprès des équipes. On va clore ici. Vous n'oubliez pas la session poster qui continue jusqu'au 3 décembre.
Et donc ça, c'est sur le site de Calva, n'hésitez pas à voter. Et nous, on se retrouve demain à 11h30 jusqu'à 12h30 pour une session partagée et apprendre des autres. Et donc, on fera ça autour de demain, 11h30. N'oubliez pas le questionnaire satisfaction, qu'on puisse progresser nous aussi. Bonne fin de journée et à très bientôt.